Bonjour, bonjour à tous ceux qui se joignent à cet événement spécial sur Facebook concernant le lancement du rapport Roger Bamba. Aujourd'hui, samedi le 30, le 30 janvier. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Voici un peu le rapport Roger Bamba. C'est un rapport de 56 pages. 56 pages. Donc, nous avons travaillé dessus depuis la fin des élections présidentielles du 18 octobre 2020 en Guinée. Et c'est un rapport qui est unique en son genre. Et vraiment, c'est une nouveauté dans l'environnement sociopolitique guinéen, ce genre de rapport. C'est un rapport qui caractérise le régime du président Alpha Condé du point de vue du droit international. Du droit international. Donc, ce rapport, d'abord, il se dénomme Roger Bamba. Pourquoi nous avons choisi de l'appeler Roger Bamba? C'est parce que, à nos yeux, Roger Bamba symbolise bien un peu là où M. Alpha Condé a conduit notre pays depuis ces 10 dernières années. Donc, comme vous le connaissez, Roger Bamba est cet activiste de la société civile qui est très intègre, un homme de conviction qui était opposé à la présidence à vie, naturellement en Guinée, dans le cadre du FNDC. Donc Roger Bamba est aussi un politicien, un homme politique de conviction. Il ne milite pas selon l'appartenance à telle ethnie, il ne milite pas selon la connaissance à telle personne. Il s'est joint à un parti d'opposition selon ses propres convictions. Roger Bamba a été arrêté. Il a été arrêté, il me semble, le 7 septembre 2020 dans le cadre de ses activités professionnelles. C'est-à-dire, il a été arrêté à l'Assemblée nationale. Il travaillait dans ses activités professionnelles. Il a été conduit par la suite à la maison centrale, cette prison à Conakry, à la maison centrale, où il a séjourné durant 3 mois. 3 mois. Donc, septembre, un peu plus de 3 mois. De septembre jusqu'aux alentours, jusqu'au début du mois de janvier, jusqu'à la fin du mois de décembre, il y séjournait. Il est décédé, il me semble, si ma mémoire est bonne, justement des suites des tortures, de la torture physique et morale et mentale qu'il a subie. Il est décédé à l'hôpital Ignace Dine, au chevet de son lit d'hôpital. Il y avait son épouse. Il est décédé, il a été torturé physiquement et mentalement et il est décédé parce que tout simplement, il croit à ses convictions. Il est opposé à la présidence à vie. Donc voilà où est-ce que M. Alpha Condé nous a conduit depuis sa prise de fonction en 2010 jusque justement aux élections du 18 octobre 2020. Voilà pourquoi nous avons choisi d'appeler ce rapport le rapport Roger Bamba. C'est un hommage à Roger Bamba. C'est aussi un appel à tous les progressistes de notre pays à ne pas reculer. Nous n'avons pas le droit de reculer. Il faut aller de l'avant. Les libertés d'expression, les libertés d'association, les libertés de manifestation sont des acquis de notre population et ce n'est pas le régime de M. Alpha Condé qui va nous ramener en arrière sur ce plan. Donc encore une fois, un hommage à M. Roger Bamba. J'adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille et à l'ensemble de la société civile guinéenne. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de vous joindre à l'événement. C'est une première, la présentation du rapport Roger Bamba. Ce rapport, c'est un rapport de 56 pages. 56 pages. Chacune de ces pages mérite d'être lue par l'ensemble de nos citoyens. Et bien entendu, ce rapport est aussi destiné aux partis politiques d'opposition, au pouvoir en place, notamment la frange réformatrice, s'il y en a encore,
du pouvoir en place. Donc, ça, c'est la première chose. Ce rapport est aussi destiné à la communauté internationale. Parce que ce qui est nouveau de plus sur ce rapport, c'est le regard du comportement de ce régime au regard du droit international. Donc, la grande question qui se pose dans ce rapport, c'est pourquoi la communauté internationale laisse faire. Et nous apportons dans ce rapport des réponses à ces questions-là. Le rapport comprend deux parties. Alors, la première partie, c'est justement la qualification de ce régime. C'est-à-dire que nous avons connu un premier régime dans les années depuis l'indépendance jusqu'à 1984. Nous avons connu le régime du général Lansana Conté jusqu'à la fin 2008. Donc, chaque régime a des caractéristiques. Ce régime aussi a des caractéristiques. Donc, dans la première partie du document, ce sont les caractéristiques qui sont propres à ce régime, les faits nouveaux que nous montrons dans ce rapport. Et puis la deuxième partie, naturellement, c'est la partie qui porte sur les recommandations. Nous avons pensé qu'il y a deux options possibles pour remettre notre pays sur les rails d'une démocratie libérale et apaisée. Il y a deux options possibles. Je vais tout à l'heure partager ces deux options avec vous. Mais sans plus tarder, nous allons très vite survoler. Encore une fois, je ne vais pas me mettre à lire le rapport pour vous. Je vais tout simplement survoler sur chacune des parties les points les plus importants. Hein? Les faits nouveaux, je vais les souligner. Les points les plus importants, je vais les souligner. Par la suite, à la fin totalement de l'événement, je vais publier en ligne ce rapport avec un lien qui vous permettra de le lire et de le télécharger. Donc, en ce moment, vous aurez beaucoup plus de détails. Mais naturellement, dès que je finirai la présentation, il me fera plaisir de prendre vos questions. Donc, la première partie du rapport, comme je disais, porte sur la caractérisation du régime du président Alpha Condé. Il faut se rappeler que M. Alpha Condé a pris le pouvoir après des événements très particuliers. C'est suite aux répressions de septembre 2009 dans un stade de Conakry qualifié de crime contre l'humanité. Il ne faut pas l'oublier, c'est extrêmement important ce facteur. Donc pour une fois dans l'histoire de notre pays, des événements, des violences ont été qualifiés de crimes contre l'humanité par une commission d'enquête indépendante des Nations Unies. Donc c'est suite à ces événements que M. Alpha Condé a obtenu le pouvoir en 2010, notamment en décembre 2010. Donc, M. Alpha Condé a pris le pouvoir avec la promesse, premièrement, de faire la lumière, de rendre justice sur ces crimes contre l'humanité qui ont été commis en septembre 2009, mais en plus d'instaurer un état de droit, d'en finir avec la violence d'État. Alors, ce que nous allons découvrir dans ce rapport, ce que vous allez découvrir dans ce rapport, c'est que premièrement, contrairement à ce qu'il aime dire, le président Alpha Condé aime souvent dire que lui, il ne marche pas sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Dans ce rapport, vous allez découvrir effectivement que suite aux répressions de septembre 2009 et entre le premier et le deuxième tour des élections présidentielles de 2010, il y a eu beaucoup de faits violents. Le premier fait violent, c'est notamment les violences qui sont intervenues à Sigiri entre le premier et le deuxième tour. Alpha Condé cherchait en ce moment à polariser le pays, étant donné que son challenger avait une avance carrément imbattable. Donc, il a cherché à polariser le pays, il a utilisé la fibre ethnique. Mais nous allons revenir plus tard sur ça, avec l'histoire de l'eau empoisonnée. Mais nous allons revenir sur ça. Mais en tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous observons que entre, je vais dire, le premier et le deuxième tour des élections de 2010, il y a eu au moins 14 morts. Donc, effectivement, Alpha Condé a pris le pouvoir dans la violence en Guinée. Il ne faudrait pas oublier de le rappeler. Alors, la caractéristique de ce régime, c'est-à-dire beaucoup de personnes estiment que quand il y a des morts lors d'événements d'encadrement de manifestations publiques, beaucoup de personnes estiment que c'est des bavures
Ok? Les bavures, ça arrive partout. Ça arrive aux États-Unis, ça arrive en France, ça arrive au Sénégal, ça arrive en Guinée. Donc les bavures ne sont pas exclues. Mais ça, c'est ce qu'on croit dans des régimes d'état de droit. Dans le cas de la Guinée, il est prouvé dans ce document que la violence d'État est légalement, écoutez bien, la violence d'État est légalement soutenue par le régime. Légalement soutenue, la preuve, c'est que dans ce document, vous allez découvrir qu'il y a deux dates importantes. La première date, c'était en 2019, en juillet 2019, juillet 2015, il y a une première loi à l'époque qui a été votée au Parlement, en juillet 2015, donc, une première loi d'encadrement des manifestations a été votée en Guinée. Qu'est-ce que cette loi dit? Cette loi dit que les autorités compétentes ont désormais la possibilité, premièrement, d'interdire des manifestations politiques. Donc, ça, c'est une première violation des libertés fondamentales des citoyens. Interdire des manifestations politiques pacifiques. Ça, c'est une première violation. Il y a une deuxième loi, mais dans cette première loi, le deuxième facteur, c'est que il est dit que les forces de l'ordre ont la possibilité de recourir à la force pour l'encadrement des manifestations politiques. Donc, ça, c'est la première loi qui a été votée en 2015, en juillet 2015. La deuxième loi a été votée en avril 2019 dans une Assemblée nationale qui est boycottée par l'opposition. C'est très important. Donc, en avril 2019, une deuxième loi est votée dans le Parlement, non seulement qui autorise les forces de l'ordre à utiliser les armes létales pour l'encadrement des manifestations, mais aussi, et c'est là que c'est important, cette deuxième loi dispense totalement les forces de maintien de l'ordre de bavures qui pourraient se produire lors de l'encadrement des manifestations. Donc, en Guinée, aujourd'hui, au moment où nous parlons, par la loi, légalement, le régime autorise les répressions violentes et protège ceux qui tuent les manifestations. Donc, ça, c'est le soutien légal que le régime apporte à la répression dans notre pays. Et naturellement, ce soutien est totalement en violation de toutes les conventions internationales, notamment les principes de base de l'ONU sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Donc, c'est une violation flagrante pour une première fois, c'est une violation flagrante des conventions internationales qui s'appliquent. Donc, ça, c'est vraiment le concept dans lequel évolue ce régime. Et qu'est-ce que nous avons observé? Qu'est-ce que nous avons observé au cours des 10 dernières années depuis que M. Alpha Condé a pris le pouvoir? Nous avons observé que vu que légalement, ceux qui répriment sont soutenus et protégés, il y a eu trois types de répression. Il y a d'abord eu les répressions qui s'attaquent notamment aux protestations des citoyens dans les zones minières. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Il y a eu les violences envers les protestations politiques pour la tenue des élections. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Et puis, il y a eu les violences envers les protestations citoyennes contre la présidence à vie. Donc, au cours des 10 dernières années, systématiquement, le régime a pratiqué la violence d'État envers les citoyens qui usent de leur liberté fondamentale de protester pacifiquement s'ils ne sont pas d'accord. Concernant les zones minières, vous savez que la Guinée, naturellement, c'est l'une des premières sources de revenus du pays. Et vous savez aussi que, malgré tout, la Guinée est l'un des pays les plus corrompus en Afrique de l'Ouest. Et vous savez, naturellement, que les plus grosses corruptions sont dans le secteur des mines et que le régime du président Alpha Condé en fait sa chasse gardée. Donc, nous avons observé qu'au cours des dernières années, systématiquement, il
Il n'y a pas eu d'autres méthodes qui ont été appliquées. Il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de dialogue. À chaque fois que les populations se sont soulevées dans les régions d'exploitation minière pour protester contre leurs désaccords, par exemple à Saoro en 2011, à Zowota en 2012, à Diéké et à Boké, dans toutes ces zones minières, l'État a immédiatement donné l'ordre aux forces de l'ordre de réprimer. Dans ces répressions, il y a eu au moins une trentaine de morts. On ne parle même pas des blessés. Et justice n'a jamais été rendue. En Guinée, il y a récemment la Cour de justice de la CEDEAO qui a donné raison aux populations de Zogota qui ont été réprimées, mais la justice guinéenne n'a jamais rendu justice pour ces cas de mort, de protestation dans les zones minières. Donc, ça c'est très important de le souligner. C'est une caractéristique du régime du président Alpha Condé. La deuxième observation que nous avons faite, naturellement, c'est lors des manifestations liées à l'organisation des élections. Systématiquement, depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, il n'y a pas eu une élection où il a pris l'initiative par lui-même de les organiser, si ce n'est le double scrutin du 22 mars 2020, mais aucune élection normale, il n'a jamais pris l'initiative de les organiser dans le temps. À chaque fois, il a fallu que la société civile et l'opposition politique manifestent pour que ces élections se tiennent. Et dans ces manifestations de la société civile, le pouvoir a donné autorisation aux forces armées de réprimer dans la violence. Nous parlons ici d'une centaine de morts. Les détails sont dans le rapport. Pour chaque mort, les détails sont dans le rapport. Vous avez des références qui vous permettent d'aller identifier chaque événement. Donc, c'est très détaillé. Je ne fais que survoler. Donc, le pouvoir a systématiquement réprimé les manifestations pour la tenue d'élections. Nous parlons des premières élections législatives en 2013. Nous parlons des élections présidentielles de 2015. Nous parlons des élections locales de 2008, de 2018, de février 2018. Et naturellement, les élections, le double scrutin du 22 mars 2020 et puis l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Les faits nouveaux, parce que par le passé aussi nous avons eu ça en Guinée, mais les faits nouveaux dans ce cas pour le régime du président Alpha Condé, il y a deux faits nouveaux. Premièrement, c'est-à-dire que le niveau de répression a un peu changé. Désormais, le pouvoir en place, dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, on a observé des jeunes contre-manifestants. On va les appeler des jeunes contre-manifestants qui sont habillés en civil, qui sont escortés par les forces de l'ordre. Quelle est la mission de ces jeunes contre-manifestants? C'est de lyncher. C'est de lyncher les citoyens qui protestent contre, pour la tenue des élections ou contre la présidence à vie. Et puis, de faire des casses de magasins et de biens dans les quartiers qui sont réputés favorables à l'opposition. Donc, nous avons observé beaucoup de magasins, de commerçants qui ont été cassés par ces jeunes contre-manifestants. Il y a aussi eu du lynchage, c'est-à-dire pour une première fois en Guinée, des jeunes qui sont des civils, entre guillemets, escortés par la police, font du lynchage et tuent des gens à terre. Et nous avons même vu des cas où ils ont calciné les gens qui sont couchés à terre. Ça, c'est dans le régime du président Alpha Condé. C'est un fait nouveau. Qu'est-ce que ce fait nouveau démontre? Il démontre que les opérations de répression du régime se sont sophistiquées, ont augmenté en cran et ont atteint un niveau où, possiblement, il y a des milices qui sont intégrées à nos opérations de maintien de l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça nous rappelle? Les opérations de ce genre nous rappellent, pour ceux qui ont une idée de ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 93 et 94, au Rwanda, ils les ont appelés des milices interwarmées. Les milices interwarmées, ce sont des civils au Rwanda, avant le génocide, que le régime à l'époque avait armés avec des machettes. Et ce sont ces milices-là qui ont été responsables pour la plus grande part du génocide au Rwanda.
Donc, en Guinée, nous avons atteint un niveau de planification du régime où, effectivement, nous avons ce genre de milices en Guinée qui ont repéré déjà les maisons des gens qui sont favorables à l'opposition. Nous allons voir un peu plus tard précisément de qui on parle en Guinée. Donc, et qui sont prêts à agir sous ordre du régime. Ça, c'est un fait nouveau et nous avons observé cela notamment lors des répressions contre toutes les manifestations politiques, les récentes manifestations politiques, même lors des élections du 18 octobre 2020. Nous avons vu dans les quartiers de Matoto, Sonfonia Matoto, Sonfonia et Yataya, ces milices qui ont été encadrées par les polices pour aller faire du casse et tuer des citoyens. Donc ça, c'est un fait nouveau, très grave. Et ce fait, ces milices, l'entretien de milices dans un pays qui n'est pas en guerre, est une violation flagrante de toutes les conventions internationales qui s'appliquent et même de la Constitution de 2010. Parce que dans la Constitution de 2010, il est dit en Guinée qu'il est interdit totalement d'entretenir des milices armées sur le territoire. Naturellement, ce paragraphe a été supprimé dans la Constitution qui a été proposée et imposée par le président Alpha Condé. Troisièmement, au titre des violences d'État, naturellement, c'est la répression contre le FNDC, contre tous les protestants contre la présidence à vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de rapports qui sont sortis là-dessus, qui ont prouvé qu'entre octobre 2019 et février 2020, il y a eu au moins 50 morts en Guinée. La justice ne s'est jamais prononcée. La justice ne s'est jamais prononcée. Donc, nous assistons ici, premièrement, à un régime qui viole totalement toutes les conventions internationales en matière de maintien de l'ordre. Deuxièmement, qui réprime systématiquement toute manifestation politique pacifique dans les zones d'exploitation minière pour l'organisation des élections et contre la présidence à vie. On n'a jamais eu justice sur tous ces cas. Nous parlons d'ici d'au moins 245 morts. Encore une fois, je ne vais pas dans les détails. Je vous invite à la fin de la présentation d'aller télécharger le document. Très facile à lire. Tout est détaillé avec des références. Et les chiffres que j'avance, c'est des chiffres pris à minima. C'est-à-dire que la réalité peut être beaucoup plus importante que ce que je viens d'annoncer. Donc, ça, c'est la première partie. Ça, c'est le premier volet de la première partie. Mais nous voyons que la violence d'État est légalement soutenue et nous voyons les conséquences de la violence d'État. Le deuxième volet de la première partie du rapport porte sur le soutien institutionnel. C'est très important encore une fois. Le soutien institutionnel que l'État apporte à la violence d'État dans notre pays. Vous savez, nous avons connu plusieurs régimes en Guinée. Et le premier régime était qualifié effectivement d'un régime extrêmement tyrannique. Donc, nous avons connu plusieurs régimes en Guinée. Alors, le régime du président Alpha Condé aussi est un régime qui utilise l'État, l'infrastructure de l'État pour soutenir la violation des droits humains, pour soutenir les violences à l'encontre de leurs citoyens. Et pour exemple, je vais prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple du système carcéral de notre pays. Le système carcéral de notre pays, c'est l'ensemble du système pénitentiaire, donc les prisons, etc. Vous savez que le rôle d'un système carcéral, d'un système pénitentiaire, c'est de notamment sanctionner les personnes qui sont en violation, notamment du droit commun, mais aussi de préparer les prisonniers à leur insertion à la société à la fin de leur pénitence. Donc, c'est ça un système. C'est ça le rôle d'un système pénitentiaire. En Guinée, ce que nous avons observé depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir, c'est que le système pénitentiaire est utilisé à des fins uniquement de répression contre les dissidents et les opposants politiques. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs faits nouveaux sur ce point. Le premier fait nouveau, c'est la surpopulation carcérale du pays. Donc,
entre 2015 et 2019, disons qu'à 2019, il a été observé que pour un pays qui a une capacité carcérale de un peu plus de 2500 places dans le système carcéral de notre pays, 2500 places dans les 33 prisons du pays, il y avait une population de près de 5000 prisonniers. Hein? Donc, nous avons une capacité carcérale de 2500 prisonniers et on nous met plus de 5000 prisonniers. Donc, c'est ce qu'on appelle une surpopulation carcérale qui joue au détriment des prisonniers qui ne peuvent plus être entretenus comme il se doit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, entre 2015 et 2019, c'est-à-dire durant le second mandat du président Alpha Condé, entre 2015 et 2019, seulement, il y a eu 109 morts dans les prisons du pays. Entre 2015 et 2009, il y a eu 109 morts dans nos prisons. Et encore une fois, c'est documenté dans le rapport. Je vous invite, dès après la présentation, je vais partager le lien. Vous allez aller voir les détails. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est justement la torture qui est appliquée dans nos prisons. Hein? Et nous voyons régulièrement, pour les personnes qui sont connues, donc les politiciens qui sont connus, nous voyons régulièrement des annonces depuis un moment de personnes qui meurent en prison. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des anonymes. Il y a des prisonniers qui sont anonymes, qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas très médiatisés. Ces gens-là aussi meurent régulièrement en prison en Guinée. On n'en parle pas. Mais pour ceux qu'on en parle, je vais me rendre à la page 27 du rapport. Voilà. Pour ceux qu'on en parle, j'aimerais simplement évoquer leur nom, c'est très important. Nous parlons aujourd'hui de prisonniers politiques, des prisonniers, des personnes qui sont mises en prison parce que tout simplement elles sont opposées au président Alpha Condé. Vous avez Ismaël Condé, le vice-maire de la commune de Matam, un vice-maire, un élu du peuple qui croupit en prison. Vous avez Oumar Silla. Oumar Silla, il me semble que c'est celui-ci qu'on appelle Foneke Mengue, qui a été récemment encore dans un procès injustement condamné à la prison. Et il est régulièrement harcelé pour des affaires judiciaires. Parce que tout simplement, ils sont opposés au président Alpha Condé. Vous avez Ibrahim Diallo du FNDC qui est aussi régulièrement harcelé. Vous avez Alpha Souma, qui est membre du FNDC qui est en prison. Vous avez M. Étienne Soropogui, un politicien qui fait partie de l'opposition, notamment de l'ANAD, la coalition qui a affronté M. Alpha Condé au 18 octobre, lors des élections du 18 octobre, qui croupit en prison parce que tout simplement il est opposé. Il est opposé au président Alpha Condé. Vous avez Mamadi Condé, le jeune homme qu'on appelle Madik, qui croupit en prison parce que tout simplement il a rejoint le parti d'opposition à M. Alpha Condé.